Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue et merci d'être à l'heure. On s'est dit que comme la présentation s'est bien chargée, on va tout doucement commencer et sans attendre trop de temps. Après, bien sûr, je vais juste faire une petite introduction et on attend les restes des personnes qui se sont inscrites à cette formation d'introduction à l'adaptation au changement climatique et sa pertinence pour la mobilité urbaine. La prochaine. Et cette formation a été développée par Mobilizer City. On vous montre cette diapositive afin que, les cas où vous voulez refaire cette présentation dans votre organisation, vous avez tous les logos. C'est très important de partager les logos de Mobilizer City, mais aussi de nos barrières de fond. Je vais vous expliquer ces logos dans un instant. Cette collaboration spécifique a été développée en collaboration avec les CRMA. Et en effet, on a parmi nos speakers aussi Nicolas, qui vient tout à fait du CFMA. Mais aussi sur cela, je vais vous donner un peu plus de détails dans un instant. Juste quelques remarques générales sur la session. La session est enregistrée. On est déjà en train d'enregistrer la session. Donc, assurez-vous que le micro, la caméra soit éteint, surtout si vous ne voulez pas être dans l'enregistrement. C'est bien de faire bien attention à éteindre la caméra. On a une heure de formation, c'est aujourd'hui. On essaierait d'avoir une formation assez interactive, surtout au fur et à mesure de la présentation. On a mis des activités afin de vous écouter. On doit être nombreux, on va voir, mais on s'attend beaucoup de monde. Donc, on va peut-être pas avoir le temps de prendre toutes vos questions, mais on essaierait nos mieux. Je vais vous donner un peu plus de détails sur Mobilizer City, au cas où vous ne connaissez pas bien l'organisation, les partenariats. En effet, Mobilizer City est un partenariat mondial qui travaille avec des membres sur 4 continents, notamment Amérique latine et Caraïbes, Afrique, Asie et Europe de l'Est. Le partenariat a été lancé à la COP 21 à Paris en 2015 avec l'objectif de regrouper des partenaires qui étaient en train de travailler sur les mêmes sujets, dans les mêmes géographies et de créer des synergies entre eux. Les partenariats regroupent plus de 100 partenaires qui travaillent pour la mobilité urbaine durable et qui développent ensemble des plans de mobilité urbaine durable ou des programmes d'investissement ou politiques nationaux de mobilité. Aujourd'hui, les partenariats comptent plus de 70 villes et de 16 pays. Tout ça est possible seulement grâce à nos partenaires et à nos bailleurs de fonds. Le partenariat a été en effet créé par l'Union européenne, l'Agence française de développement, les ministères français de la transition écologique, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, les ministères fédéraux allemands de l'environnement, de la protection de la nature, de la sûreté nucléaire et de la protection des consommateurs, et par le Fonds français pour l'environnement mondial. Et tous ces partenaires ensemble nous ont permis de lever des millions d'euros afin de soutenir des PMUD et des PMU dans nos pays et dans nos villes et dans nos régions. Bien sûr, tout ça est possible dans la pratique grâce à nos partenaires de mise en œuvre.
l'AFD, la GIZ, l'ADEME, beaucoup d'autres, mais surtout aujourd'hui, je veux mentionner le CRMA, des centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Comme je vous ai dit, on a développé cette formation avec eux. C'est pour ça que c'est très important de les mentionner. Et oui, nos partenaires de mise en œuvre nous permettent vraiment de opérationnaliser nos projets. En général, les partenariats offrent les supports que je vous ai dit sur la mobilité urbaine dans beaucoup des pays et des villes. Et les cas où vous êtes intéressé à rejoindre les partenariats, n'hésitez pas, après cette formation, à vous mettre en contact avec nous. Comme ça, en général, on peut vous donner un peu plus d'infos. Aussi, je vais partager dans les chats dans un instant le Global Monitor, qui c'est notre report annuel dans lequel vous pouvez trouver un peu plus d'informations. Et aussi, je peux vous partager les liens vers notre newsletter dans laquelle on offre aussi beaucoup d'informations sur ce qu'on fait. Les partenariats maintenant est en train de se focaliser beaucoup sur l'adaptation au changement climatique pour des raisons assez claires à tout le monde, je pense. C'est vraiment une urgence, une émergence, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour cela qu'on a organisé une série de webinaires sur l'adaptation au changement climatique, dont le premier est tout à fait aujourd'hui. Avec cette introduction que Minaël et Nicolas vont faire au cours de cette heure. Après, il y aura un webinaire sur les principes d'intégration de l'adaptation au changement climatique dans l'urbanisme et la mobilité urbaine. Et le troisième sera sur comment inclure l'adaptation au changement climatique dans les PMUD et PNMU. Et enfin, un quatrième webinaire sur les mesures et actions d'adaptation de la mobilité urbaine au changement climatique. Donc, un peu plus de théorie au début et après, on va plus dans les pratiques. Pour vous fournir les détails sur la session d'aujourd'hui, on vous a mis dans cette slide la suivante, puis les objectifs d'apprentissage de la session. Je vais juste les lire vite fait. Fournir des connaissances fondamentales sur les impacts du changement climatique sur les systèmes de mobilité urbaine et explorer des stratégies d'adaptation pour les villes. Accroître la sensibilisation à l'adaptation au changement climatique et souligner son rôle dans la planification de la mobilité urbaine. Enrichir les discussions pour identifier les besoins spécifiques des villes en matière d'adaptation au changement climatique dans le contexte de la mobilité urbaine. Présenter diverses sources et méthodologies pour l'élaboration des stratégies d'adaptation au changement climatique dans la mobilité urbaine. Faciliter la compréhension en présentant les différentes étapes de l'adaptation au changement climatique à travers une étude des cas interactifs. Donc, on a des objectifs assez ambitieux pour la session. On va directement dans les vies de cette session. On a eu notre première partie, donc les mots de bienvenue et les règles de participation. On va se plonger dans les changements climatiques et qu'est-ce que c'est les changements climatiques. Après, il y aura une troisième partie sur adapter la mobilité au changement climatique. Et finalement, comme je vous ai dit, on prendra le temps de faire des questions, des feedbacks et bien sûr des au revoir. Désolée de ne pas avoir fait avant ma présentation. Je m'appelle Juliana, je suis la chargée de communication chez Mobilizer City. C'est pour cela que je vous ai dit à propos de la newsletter. Je m'occupe de ça, je m'occupe de notre communication en général sur les réseaux sociaux, sur les sites web, etc. Après, on a parmi nos speakers Minaël Gomes, mon collègue du secrétariat de Mobilizer City. On est basé à Bruxelles. Minaël est l'expert en adaptation climatique. Donc, bien sûr, il va vous donner un aperçu de ces sujets
et comment on traite de ces sujets chez Mobilizer City. Et on a les soutiens, les supports de Nicolas Furmanek du CRMA, que j'ai déjà mentionné. Nicolas est le chef de projet aménagement de la voie urbaine et résilience. Donc aussi, il va nous donner une vision importante à propos de l'adaptation au changement climatique en relation à la mobilité urbaine. Quand j'ai beaucoup parlé, on va se plonger dans une activité brise-glace. On a vu qu'il y a parmi les participants de cette session beaucoup de gens de différents pays, différentes géographies. Donc, c'est très important de voir un peu votre opinion sur les facteurs qui jouent un rôle dans la mobilité urbaine du point de vue du changement climatique. Et donc, on a pensé à cette activité brise-glace. On va vous mettre dans les chats, je vais vous mettre tout de suite dans les chats, l'un après l'autre, ces phrases: interruption des services, dégradation des infrastructures, réponse aux urgences, augmentation des temps de trajet, accessibilité, confort, parce que ce sont des facteurs qui, selon nous, ont un effet sur la mobilité urbaine. Par contre, on reconnaît que tous n'ont pas les mêmes effets. Et donc, on vous demande d'en sélectionner certains de ces éléments, même tous, si pour vous tous sont importants, et de vous interroger sur leur importance dans la mobilité urbaine par rapport au changement climatique. Si l'importance de l'un de ces facteurs est mineure, vous pouvez répondre par un visage souriant. Si elle est moyenne, on a pensé à une émoticône surpris. Et enfin, si l'importance est élevée, vous pouvez réagir par un pouce levé. Je vais vous mettre cette phrase dans les chats, comme ça, vous pouvez commencer à jouer. Si ça n'est pas clair, je vous prie de demander, de lever votre main. Bien sûr, vous pouvez lever vos mains et on va vous donner la parole. Vous pouvez ouvrir vos micros. Je vois déjà des réponses. Du coup, c'est bien. Voilà. Je vois déjà des réponses, mais je voulais aussi dire que pour réagir, il suffit de passer votre souris sur les messages et vous verrez apparaître les emojis, les émoticônes. C'est pour cela qu'on a choisi les visages souriants, la surprise et le pouce levé parce que ça, c'est le plus simple. Je vois que quelqu'un est en train d'envoyer des messages et faire un copier-coller. Ça, c'est les facteurs les plus importants à votre avis. Moi, je me dis. On peut s'étendre encore une petite minute pour répondre à ça, mais je vois que l'interruption de service a eu la majorité des pouces levés, donc importance élevée. Ah non, c'est 6 et 6 avec accessibilité. Par contre, c'est important de remarquer que c'est juste confort qui a eu des visages souriants. Donc, c'est juste confort que pour la grande partie d'entre vous a une importance mineure. OK, vous pouvez continuer à répondre, je dirais, mais on peut continuer, non? Ouais.
On va vraiment dans la présentation maintenant. On commence avec, comme je vous ai dit, qu'est-ce que c'est les changements climatiques. On va commencer par des définitions, des situations actuelles et projections et événements climatiques. J'espère que ce webinaire soit enrichissant pour tous et je passe la parole à Milnaël. Merci beaucoup. Merci Juliane et bonjour à tous. Et je vous remercie aujourd'hui pour votre participation. C'est vraiment important, intéressant l'intérêt que nous avons reçu. Et premièrement, je voudrais commencer par indiquer quelles sont les conséquences du changement climatique. Et nous pouvons commencer surtout pour la définition. Et bien, si vous connaissez déjà quelques définitions sur les changements climatiques et sur l'adaptation, c'est bien de réfléchir un peu sur ça. Alors, nous disposons de quelques sources, comme les Nations Unies, qui nous indiquent que les changements climatiques se réfèrent aux variations à long terme de température et des conditions météorologiques. Mais depuis les années 1800, les activités humaines sont les principaux moteurs du changement climatique en raison de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Ils provoquent également l'intensification ou l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, par exemple les ouragans, les inondations, les vagues de chaleur et les sécheresses, et entraînent une élévation du niveau de la mer et une érosion côtière. Nous voulons voir un peu plus de détails sur les présentations. Mais pour cela, nous avons une question, et c'est si nous devons nous adapter à l'infrastructure des transports au changement climatique. Et premièrement, nous voulons réduire la vulnérabilité aux effets actuels et futurs du changement climatique. Cette adaptation a pour but de modérer ou d'éviter les dommages, ou aussi d'exploiter les opportunités bénéfiques. Nous avons un autre objectif qui est augmenter la résilience au changement climatique, c'est-à-dire la capacité à faire face à un événement dangereux, à une tendance ou à une perturbation. Et dans notre cas, il s'agit notamment des événements climatiques. Mais nous voulons savoir aussi quelle est la situation actuelle. Et premièrement, je voulais dire que l'année 2023 a été la plus chaude avec 1,48 degrés Celsius de plus que l'ère pré-industrielle. Les mois de l'année 2024 ont enregistré les températures les plus élevées jamais observées et enregistrées. Alors, par conséquent, nous ne sommes pas sur la voie de respecter l'accord de Paris et nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,6% par an et nous adapter aux effets du changement climatique aussi. Mais bien, nous devons comprendre aussi quels sont les événements climatiques et leurs conséquences. Premièrement, nous avons l'élévation du niveau de la mer, qui peut être temporaire ou permanente. Elle peut également provoquer des inondations de terres côtières et l'intrusion d'eau salée dans les eaux de surface. Et les effets à court terme incluent une croissance de la vulnérabilité aux inondations en cas de marée haute. Et enfin, à long terme, certaines zones seront constamment sous le niveau de la mer ou à marée haute. Il est important de prendre en compte le fait que l'augmentation du niveau de la mer est lente et n'est pas facilement perçue par le public. La carte à votre droite vous permet de constater que les villes les plus vulnérables se situent principalement en Asie du Sud-Est. Nous avons aussi des inondations et très différents types d'inondations. Premièrement, l'inondation pluviale qui correspond à des précipitations vraiment intenses qui provoquent ce type d'inondation. Et nous avons des inondations pluviales qui sont déclenchées par de fortes pluies, la fonte des neiges ou l'influence des marées. Ce type d'inondation est produit quand le volume des eaux des ruissellements dépasse les capacités d'écoulement local. Et finalement, nous avons les inondations côtières
qui est provoqué par les niveaux extrêmes de la mer pendant les tempêtes ou les fortes marées. Cet effet peut être causé par l'élévation du niveau de la mer, comme nous l'avons vu précédemment. Autre effet du changement climatique est la présence des précipitations extrêmes, tant en termes d'intensité que de durée. Les conséquences incluent des inondations dont nous avons déjà parlé, ainsi que l'érosion des sols qui peut entraîner des glissements de terrain et des coulées de bois. Il est important de prévoir que bien que la quantité de précipitations totale puisse être réduite dans certains endroits, les événements de précipitations extrêmes peuvent se produire et entraîner des conséquences pour la population. Aussi, nous avons un autre événement qui est les tempêtes extrêmes, telles que les ouragans, les typhons et les cyclones. Et selon les prévisions, cet événement augmentera en intensité et en fréquence en raison du changement climatique. Leurs effets incluent des vents violents, des précipitations extrêmes et des inondations soudaines qui provoquent des dégâts matériels et perturbent les réseaux de transport. Et par exemple, nous avons déjà vu les effets de l'ouragan Katrina en 2005 aux États-Unis et des inondations de l'infrastructure de transport. Un autre événement est les températures extrêmes, qu'il s'agisse de chaleur ou de froid, et qui ont un impact certain sur les activités humaines et sur la demande concernant les infrastructures et les services de mobilité urbaine. La chaleur extrême peut également provoquer des risques d'incendie qui peuvent affecter l'infrastructure, la performance des réseaux et la sécurité des usagers. Un autre événement, les vagues de chaleur, qui sont des périodes prolongées de plus de 3 jours de temps exceptionnellement chauds. Leurs conséquences incluent l'exacerbation de l'effet de l'îlot de chaleur urbain et la détérioration de la qualité de l'air en raison de la création de son, qui a un impact très négatif sur la santé humaine. D'après les prévisions, nous devrions observer une augmentation d'intensité et de la durée des vagues de chaleur d'ici la fin du siècle. Maintenant, nous voulons savoir aussi, nous aimerions savoir quels sont les événements locaux que vous avez identifiés sur votre territoire. Et similairement, comme nous l'avons fait déjà, vous pouvez réagir dans les conversations Teams et nous dire quels sont les événements que vous avez déjà identifiés sur votre ville, sur votre endroit et votre pays aussi. Et nous avons l'élévation du niveau de la mer, nous avons des précipitations extrêmes, des températures extrêmes, des inondations, des tempêtes extrêmes et des vagues de chaleur. Alors, je crois que ça sera plus facile et plus interactif si vous donnez l'événement et aussi la ville ou le pays dans lequel vous avez vu ce type d'événement. Et je vais directement aller sur Teams pour savoir qu'ils ont des événements. Je vais laisser ici un peu mieux les diapositives, surtout pour vous voir quels sont des types d'événements, et je peux répéter, l'élévation du niveau de la mer, des précipitations extrêmes, des températures extrêmes, des inondations, des tempêtes extrêmes et des vagues de chaleur, pour savoir quels sont des événements locaux dans votre vie. Alors, on peut voir s'il y a... Alors, nous avons des inondations à Yaoundé, Cameroun, sur Tchad, des événements de température extrêmes et des inondations. Et des inondations et des températures extrêmes à Dakar, au Sénégal. Et inondations aussi à Yaoundé, Cameroun. Et Lomé, inondations.
inondations, précipitations extrêmes, tempêtes extrêmes, beaucoup des effets. Et oui, le cyclone Belal dans l'île de la Réunion. Antananarivo, Madagascar, vagues de chaleur, cyclone, inondation. Ok. Et Théodore de Togo, et ok, des inondations. Inondations à RDC, Académie et Ouvira. Mali, vagues de chaleur, température extrême, d'érosion côtière, Dakar, Sénégal. Aussi des précipitations extrêmes. Et en France, oui. Et Lomé, inondation. Alors, comme vous avez vu, nous avons des différents événements et aussi, et dans quelques endroits, nous avons non seulement un événement, mais des différents types d'événements. Oui. Ça peut être que dans certaines parts de l'année, il y a des inondations, mais alors nous pouvons avoir des sécheresses, des tempêtes extrêmes et aussi des vagues de chaleur. C'est plus difficile de savoir, aussi plus difficile de prévoir des effets sur l'infrastructure. Et aussi, avec cette information, nous pouvons parler sur l'importance d'inclure l'adaptation au changement climatique dans la planification de la mobilité. Et nous voulons, premièrement, nous voulons protéger les communautés des impacts des événements climatiques, d'une part parce que les populations vulnérables, en particulier celles qui vivent dans la pauvreté, sont confrontées à des risques accrus. Un autre, il est également crucial de réduire la vulnérabilité des infrastructures de mobilité aux aléas climatiques et d'améliorer la réponse d'urgence lorsqu'un événement climatique s'est produit. Finalement, notre objectif est de travailler pour que les systèmes de transport soient durables et résilients. Ces systèmes doivent donner priorité au bien-être de tous les résidents, mais en particulier aux personnes en situation de vulnérabilité. Et aussi, nous avons regardé et analysé les différents plans de mobilité urbaine durable qui ont été soutenus par Mobilize Your City. Et nous avons constaté que des 17 PMUD et de 17 plans, 4 d'entre eux incluent un diagnostic des émissions à gaz à effet de serre, c'est le cas ici, et aussi 5 d'entre eux incluent un diagnostic d'émissions de gaz à effet de serre et aussi de la qualité de l'air, et donc un inclut également des actions d'adaptation, surtout en bateau et en équateur. Aussi, nous avons 4 qui comprennent un diagnostic sur les vulnérabilités et les risques climatiques, qui sont à Douala, Médan, Saint-Domingue et Diradawa, et 4 qui ne tiennent pas en compte des émissions ou des risques climatiques. Alors, nous avons aussi analysé des politiques nationales de mobilité urbaine soutenues par Mobilize Your City. Et nous avons constaté que seulement la politique de l'Équateur, qui comprend des actions d'adaptation au changement climatique. Aussi, nous avons vu que 3 de 6 politiques mentionnent les émissions de gaz à effet de serre et les engagements nationaux. Mais aussi, en raison de l'absence de mesures de l'adaptation dans la politique et les plans soutenus par Mobilize Your City, nous considérons qu'il est vraiment important de travailler à l'inclusion de l'adaptation au changement climatique en tant que question transversale dans toutes les méthodologies qui sont développées par Mobilize Your City. Et aussi, nous voulons savoir quels sont les effets, quelles sont les conséquences sur les réseaux de mobilité urbaine. Et pour ça, est-ce que nous avons invité Nicolas Fourmanet, qui pourra nous parler sur les différents effets du changement climatique et aussi sur la méthodologie d'évaluation des risques. Parce que nous devons savoir aussi quelles sont les mesures et comment pouvoir réduire des risques sur notre infrastructure.
Alors, je donne maintenant la parole à Nicolas Manet et je crois que c'est mieux si arrête le partage de mon écran et si tu commences à partager. Merci Minel, merci à Mobiles University de me donner la possibilité de présenter. Je suis ravi d'être parmi vous et du coup je vais partager mon écran. Si je- Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je vais remettre. Je crois que tu as arrêté le partage. Ah. Est-ce que c'est bon? Eh oui. Alors, du coup, je vais... merci à Minel, je vais enchaîner sur l'adaptation de la mobilité au changement climatique. Alors, pourquoi envisager l'adaptation au changement climatique? Déjà pour vous signaler du coup que le transport est l'un des facteurs les plus importants du changement climatique, avec notamment des émissions liées au transport qui sont très importantes. On voit, hein, par exemple, on a 16,2% à l'échelle mondiale liées au transport, avec une évolution qui est importante, hein, on ne l'a pas spécifié dans la diapositive, mais en fait, il y a eu 58%, donc plus de 50% d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2021, ce qui contribue fortement, hein, au changement climatique. Et donc en 50 ans, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont été, liées à la combustion d'énergie, ont été multipliées par 2,3. Donc il est important, hein, comme on l'a mentionné dans la diapositive, d'agir sur les transports, sur les mobilités, pour les rendre plus durables et plus décarbonés. Alors, donc là, je rappelle un peu, c'est ce que Milan nous avait déjà mentionné un petit peu au préalable. Donc, les pays les plus vulnérables se trouvent essentiellement dans l'hémisphère sud, avec notamment une vulnérabilité particulièrement forte dans l'Afrique subsaharienne et puis en Asie du Sud-Est. On voit les aplats de couleurs un peu plus foncées, hein, qui montrent la haute vulnérabilité de ces pays et de ces régions. Alors, la vulnérabilité est étudiée au regard de l'exposition, hein, aux aléas climatiques, la sensibilité et puis à la capacité de ces pays à s'adapter. Alors, effectivement, donc, cette vulnérabilité est souvent liée au manque d'infrastructures résilientes. Donc, les infrastructures de transport, notamment les routes, sont vectrices, hein, d'échanges et de communication particulièrement importantes entre les territoires et les quartiers. Donc, c'est un vecteur social d'échange qui est particulièrement important, avec un système de transport qui peut être considéré comme résilient dès lors qu'il est capable de faire face à une perturbation, donc en étant adapté ou transformé afin de préserver ses infrastructures et services. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une infrastructure qui peut être de transport, comme ici le montre cette route à Yaoundé au Cameroun, qui peut être résiliente à un aléa climatique, mais par contre, pas forcément résiliente à d'autres aléas. Donc il est important donc de renforcer cette résilience pour notamment permettre aux personnes, notamment les plus vulnérables, de pouvoir se déplacer. Alors là, on a un retour d'expérience de la communauté urbaine de Douala, qui a mis en place un plan de mobilité urbaine soutenable, donc pour renforcer la résilience de ces infrastructures. Donc on voit quand même qu'elle a investi pas mal d'argent, hein, du coup, pour mettre en place, adapter son réseau de transport.
et notamment l'aménagement des rues, des routes urbaines, pour justement permettre de mixer également le déplacement de la marche et du vélo, qui sont des modes de transport particulièrement résilients, puisque décarbonés. Il n'y a pas de carbone qui sont émises par ces deux modes de transport, et donc du coup, on est sur des modes de transport partagés et de la mobilité active sur cette commune. Donc en fait, voilà, donc en fait, on se rend compte que les vulnérabilités sont différentes hein, d'une commune à l'autre et d'un pays à l'autre. Les besoins ne sont pas les mêmes d'un pays également à l'autre et d'une ville à l'autre. Donc les effets du changement climatique commencent à être perceptibles et on se rend compte, par exemple, pour la commune de Saint-Domingue en République dominicaine, qu'il y a notamment une augmentation de plus de 20% des événements pluvieux extrêmes au cours de la dernière décennie. Donc ce qui est important, hein. Donc en fait, ça se caractérise notamment par, comme vous le mentionnez tout à l'heure, par des inondations ou par submersion de la mer. Donc avec des infrastructures de transport qui sont particulièrement, qui peuvent être touchées notamment au niveau du littoral. Il y a également ici un retour, une carte qui montre la ville de Medan en Indonésie, où on voit toute cette hiérarchisation du réseau routier, avec notamment les autoroutes, les boulevards urbains, les routes nationales, au sein duquel il y a pas mal d'agriculture, de forêts, etc., qui qui permettent également de préserver hein, les espaces naturels dans ces pays et qui sont également à desservir via les infrastructures de transport pour notamment permettre les activités rurales et urbaines de cette ville. Donc là également, on a eu pas mal dans cette ville d'inondations, des inondations plus intenses, avec des risques pour les sols en raison de saisons chaudes et plus sèches. C'est ce que Minel nous l'a montré tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des vagues de précipitations extrêmes sur des sols particulièrement durs liés à la sécheresse, qui fait que l'eau s'écoule particulièrement vite et ruisselle sur ces parties avec des infrastructures qui peuvent être touchées potentiellement. Alors là, en fait, on a la ville de Dir Dawa en Éthiopie, où on voit du coup l'importance donc de planifier, de mieux anticiper l'adaptation de la ville au changement climatique, notamment pour réduire les coûts des aménagements liés au changement climatique. On voit l'importance de bien se coordonner avec tous les services, aussi bien les services de transport urbain, les services routiers, de développer une vision partagée hein, donc autour de la question de la résilience des infrastructures. C'est pas une question facile, hein, puisque en fait on est vraiment sur un sujet qui est émergent, qui nécessite du coup de bouleverser les habitudes et les pratiques, et notamment de revoir les organisations en interne au sein des collectivités. Donc c'est pas toujours facile à mettre en place, mais c'est essentiel pour essayer de renforcer la résilience. Alors, il est important également de faire des retours d'expérience, de tirer des enseignements des événements climatiques passés, afin de permettre de mettre en place des mesures appropriées et adaptées au changement climatique. Également d'ajuster hein, ces mesures par rapport aux effets et aux bénéfices qu'auraient pu avoir ces mesures sur les infrastructures de transport, à éviter notamment, comme le montre cette photo à Nagpur en Inde, la paralysie des activités de commerce, des activités également des marchés et les services de déplacement. Donc c'est important de mettre en place ce processus itératif, hein, d'image itérative et processus d'amélioration continue qui permettent de planifier et puis au final de réévaluer à chaque fois les mesures d'action qui ont été mises en place à partir de la mise à jour de données disponibles, de données sur la gestion du patrimoine et la fonctionnalité du territoire, projection disponible. Alors, pour évaluer donc, les risques liés au changement climatique, on va devoir se poser la question de
que le territoire en fait est impacté sur quel aléa impacte mon territoire. Donc je répète un peu les différents aléas que précisait tout à l'heure Mylène, mais en fait ils sont tous là dans le cercle. Et c'est en gros l'aléa en fait ça va être l'événement climatique qui va provoquer donc un impact physique sur les infrastructures ou provoquer des pertes en vie humaine, des blessures ou des effets également sur l'activité économique. Alors les vulnérabilités peuvent être physiques et fonctionnelles, ça peut être lié en fait à la sensibilité de l'infrastructure ou la susceptibilité de cette infrastructure aux dommages qu'elle pourrait subir par rapport aux inondations, par rapport aux effets des vagues de chaleur. Et du coup, on a également une vulnérabilité fonctionnelle liée au fonctionnement du territoire. Alors l'exposition, je vais peut-être rapidement parler de l'exposition en termes de résilience, et notamment l'exposition qui va désigner le fait d'être localisé pour une infrastructure de transport sur un territoire où des aléas sont susceptibles de survenir, donc soit par le passé, soit à venir, dans le futur proche ou à moyen terme. Et puis le risque, voilà, c'est le croisement de ces trois critères, donc les aléas, la vulnérabilité de l'infrastructure de transport et l'exposition de cette infrastructure à l'aléa. Ça peut être également une combinaison d'aléas également. Alors là, c'est pour cette diapositive qui montre également l'importance de... Voilà, il y a des impacts et puis il est important d'anticiper ces impacts, de faire de la prévention plutôt que de la réparation, puisque en fait, il y a un certain nombre d'études qui montrent que l'action préventive est beaucoup moins coûteuse que les actions de réparation. Voilà, donc il est important d'adapter dès à présent, d'où l'importance de ces webinaires de sensibilisation à ces phénomènes, d'adapter à ces conséquences climatiques. Alors là, c'est pour montrer rapidement les impacts physiques à gauche de la diapositive du changement climatique, notamment ici sur une route, je crois c'est dans le sud de l'Algérie, avec un orniérage lié au passage répété de poids lourds, du ressuage, donc ça c'est l'asphalte, c'est un comportement de l'asphalte avec notamment le bitume qui va remonter en cas de forte chaleur et qui va avoir tendance à coller un peu aux chaussures ou aux pneus des voitures. Et puis donc on aura également des pertes d'exploitation, des dégradations du niveau de service, et puis des désaffections des espaces publics lors notamment des vagues d'inondation, des vagues de chaleur qui rendent les espaces publics, la voirie qui est complètement particulièrement compliqué à se déplacer. Alors, le système de transport urbain se compose de différents éléments. Donc, en fait, on a bien entendu les infrastructures, ça va être la chaussée, les trottoirs qui entourent la chaussée, les bandes de stationnement. Et puis, il y a les véhicules qui circulent sur ces infrastructures. Donc, ça peut être là le vélo, la voiture, les autotaxis, les deux roues motorisées. Et puis les usagers qui constituent également une composante du système de transport urbain, avec notamment les piétons, les usagers de ces véhicules. Les services d'opération, ça peut être les services de transport urbain, comme les services de transport collectif, les chauffeurs de taxi. Et puis tous les règlements et les politiques, notamment la réglementation des usages, comment du coup les usages vont se déplacer, vont évoluer sur ces infrastructures de transport. Donc tout ça, c'est réglementé par la collectivité. Et puis les systèmes technologiques, ça peut être les carrefours à feu, ça peut être les signalisations dynamiques, s'il y a lieu. Donc tout ça, ça compose le système de transport urbain. Et on se rend compte que ces systèmes, ils sont interconnectés entre eux. Et du coup, il est important également de prendre en compte les autres systèmes de la ville. Ça peut être les bâtiments, les systèmes d'énergie, les eaux pluviales et les eaux usées, voir également les systèmes de gouvernance, les innovations et les économies. Et puis également voir
les interdépendances avec d'autres systèmes qui ne sont pas forcément liés au transport urbain terrestre, mais qui sont liés par exemple au transport par exemple, de l'eau, système de transport de fluides et d'énergie, par exemple les feux de circulation de véhicules électriques qui dépendent de ces flux-là d'énergie, et puis communication, hein, perturbation des communications et des services Internet. On s'est rendu compte sur les services de transport aérien ces derniers temps qu'il y a eu un impact quand même d'un manquement d'une mise à jour en fait d'un système numérique qui a impacté pas mal le trafic aérien. Donc là, on est plutôt sur le transport aérien, mais c'est pour vous signaler comme l'importance aussi sur le transport terrestre routier. Je termine rapidement, Mina, si j'ai quelques minutes, par quelques réalisations concrètes et inspirantes pour adapter les mobilités au changement climatique, notamment montrer également sur cette slide qu'il est important de promouvoir les mobilités décarbonées, hein, c'est celles qui émettent le moins de gaz à effet de serre et qui permettent aussi de se déplacer sur sur un périmètre de 3, 4, 5 km en ville. Et là, on se rend compte que on va donner la possibilité demain plutôt à promouvoir ces mobilités-là, le bus, la marche, le vélo, et plutôt contraindre les véhicules routiers, les véhicules motorisés, qui viennent donc congestionner les villes, souvent être source de pollution. Donc on va plutôt essayer de restreindre dans certaines rues la circulation motorisée pour végétaliser, profiter le développement des mobilités décarbonées. Voilà, c'est pour vous montrer rapidement, hein. Donc c'est un parc de stationnement près d'une gare. Donc là, on voit que c'est la situation avant aménagement en noir et blanc, où on voit qu'il y avait c'était un important îlot de chaleur urbain avec un bitume noir, particulièrement emmagasinant pas mal de chaleur, particulièrement chaud l'été. Donc là, en fait, l'aménagement a consisté à replanter, à redonner un peu la possibilité à la plantation de se développer pour rafraîchir les espaces publics. Et voilà, on se rend compte qu'il est important de préserver les espaces végétalisés et les planter. Important également de développer des ombrages dans les rues, notamment dans les petites rues de desserte un peu étroites, et possibilité, là c'est une vue un peu artistique, mais possibilité de mettre un peu des voilages, hein, ce qu'on peut retrouver dans certaines villes du sud de l'Espagne déjà, pour permettre aux personnes d'être moins vulnérables aux vagues de chaleur. Au niveau des arrêts de stations de bus, il est possibilité également d'ombrager avec des petits mobiliers urbains ou parfois de la végétation. C'est pour ça qu'il est important de préserver la végétation autour des voiries. Et puis également de développer les mobilités actives le long des voiries et de désimperméabiliser au maximum les sols. Donc là, c'est un autre exemple également de stationnement qui montre un peu la possibilité d'éviter de désimperméabiliser à tout bout de champ, mais plutôt d'avoir un regard assez important avec les usages qui s'y pratiquent, et notamment de développer par exemple du stationnement occasionnel sur des espaces encore végétalisés, et à contrario de proposer du stationnement pérenne dès lors qu'il y a une pluie qui est plutôt un peu moins importante. Donc voilà. Donc là, on a un stationnement plutôt différencié en fonction des usages. Un certain nombre de ressources, mais je vais passer plutôt la main à Minaël en vous remerciant pour votre attention. Et merci Nicolas et ce monde ok. Et alors, je vais partager mon écran. Ouais. Et oui. Merci Nicolas pour toute l'information. Je crois qu'il y a beaucoup d'informations, bien sûr, mais c'est vraiment important, intéressant pour comprendre quelles sont des mesures pratiques que nous pouvons mettre en place sur les territoires et sur les différentes villes.
et aussi de renforcer l'invitation pour participer non seulement dans ces premiers webinaires, mais aussi pour les différents webinaires que nous aurons dans cette année aussi, et peut-être les principes oui, principes de 2025. Alors, nous avons aussi le principe d'intégration de l'adaptation au changement climatique, l'inclusion de l'adaptation climatique et dans les cycles de la plan mobilité urbaine durable et aussi les politiques nationales de mobilité urbaine. Et finalement, les mesures d'adaptation, d'action, d'adaptation dans la mobilité urbaine au changement climatique. Et comme nous avons seulement 10 minutes, 9 minutes, et je crois que nous pouvons faire un petit exercice interactif aussi pour savoir quelles sont vos opinions et quels sont vos avis sur, sur cette guide. Alors, la première question, et nous avons 5 minutes chaque, similairement comme nous l'avons déjà fait. Et quels sont les changements en matière d'aléas ou de vulnérabilités que vous avez vus ou que vous connaissez dans votre ville au cours des 10 dernières années? Je crois que nous avons déjà répondu à les aléas, mais aussi si vous avez identifié quelques vulnérabilités qui sont incrémentées ou qui ont changé dans votre ville. Alors, nous avons des infrastructures des bâtiments, des chaînes d'approvisionnement, la taille et la densité de la population et aussi de la topographie. Et je crois que nous avons quelques 2 ou 3 minutes si vous connaissez, si vous avez des exemples sur des vulnérabilités qui ont changé. Et je peux commencer par exemple avec la croissance de la population. Nous avons que la ville commence à occuper de différents espaces et de différents endroits qui peuvent être reconnus comme plus vulnérables pour les changements climatiques parce qu'ils ont des sons avec glissement, peut être une option. Alors, j'ai fait dans les chats Teams. Et, et s'il y a des participations, si vous connaissez des vulnérabilités qui sont incluses dans les 10 dernières années, et vous pouvez écrire dans les chats. Et aussi, je peux dire la deuxième question. C'est surtout quelles sont les actions que vous reconnaissez, que vous proposez et pour réduire les risques et accroître la résilience du système de mobilité urbain. Je crois que nous avons déjà vu quelques options s'ils sont possibles dans votre territoire. Par exemple, la végétalisation des endroits publics et aussi inclure les, réduire l'exposition aux chaleurs aussi, réduire l'exposition aux tempêtes, aux précipitations extrêmes, peut-être. Aussi améliorer la gouvernance, peut-être. Oui. Et je laisse vous participer oui, dans les chats, dans la conversation de Teams. Alors, des aléas, inondations, élévation des niveaux de température. Aussi, oui, nous partagerons la présentation en fin de webinaire et aussi les liens de YouTube. Et alors, nous avons ici la paralysie de mobilité causée par le changement est vraiment crucial, mais juste insécurité de l'humanité. La consommation des génitoires, oui. Et oui, j'ai ces questions de Joro et
je vais faire une petite réponse et dans les suivantes sections, oui, bien sûr. Et, OK, les changements ont été négatifs selon moi et Franck. Au cours des 10 dernières années, la température est devenue encore plus élevée, les situations plus fortes, la population est plus vulnérable. Oui, d'accord. Et aussi le problème avec ça, que c'est vraiment important de prendre des décisions et prendre des actions pour réduire cette vulnérabilité. Et c'est pour ça que nous voulons travailler sur ces thèmes. Et aussi, comme Nicolas l'a dit, il y a des actions concrètes comme la végétalisation des places publiques et aussi améliorer les systèmes de drainage peut être aussi vraiment important. Et parce que le changement climatique est ici et avec nous, mais nous devons prendre des actions. Aussi, il y a des fonds internationaux pour réduire pour inclure l'adaptation au changement climatique. Et je crois que nous pouvons suivre dans les suivantes sections. Oui, nous avons une petite section de questions et je vois qu'il y a aussi quelques questions que nous pouvons répondre. Mais premièrement, je voulais faire une petite conclusion de webinaire. Et nous disposons d'une première connaissance aussi déjà sur les différents impacts, aussi l'importance de l'adaptation au changement climatique dans la planification de la mobilité urbaine. Quelles sont les exigences spécifiques et dans le contexte de la mobilité urbaine? Et une méthode de cas interactive en France a été présentée pour faciliter la compréhension. Alors, nous voulons savoir s'il y a des questions, si vous voulez parler aussi, si vous voulez lever la main, peut fonctionner pour nous. Et je vais voir s'il y a d'autres questions et commencer par décarboner vraiment les projets sur les infrastructures. Alors, dans notre cas, nous voulons travailler sur la décarbonation des matériels roulants, c'est-à-dire des véhicules, des buses et mini-buses qui sont déjà dans les différents géographiques. Aussi, pour les transports artisanaux, nous voulons prendre action pour décarboner et promouvoir des projets sur ce thème. Aussi, pour l'infrastructure, je crois, et je ne sais pas, Nicolas, si tu as plus d'exemples, surtout sur la construction de l'infrastructure, mais il y a déjà des technologies pour réduire l'impact dans l'environnement, surtout sur la réduction de les émissions. Mais oui, mais je ne sais pas, Nicolas, si tu connais des exemples, je vais laisser partager mon écran. Mais si tu connais des différents exemples, surtout sur l'infrastructure. Par rapport à quoi, la décarbonation? Oui, En fait, sur la décarbonation, en fait, oui, c'est surtout lié en fait aux usages qui s'y pratiquent. La façon d'aménager en fait finalement représente un poids assez faible par rapport aux mobilités qui s'y déplacent. Du coup, on va peut-être plus jouer sur voilà, rééquilibrer la voirie pour permettre aux transports partagés comme les transports de bus urbains et puis les taxis, l'autopartage, le covoiturage. On va essayer de développer ce type de mobilité-là. Et puis les mobilités actives. Voilà, on va essayer au niveau de la voirie urbaine, en tous les cas, d'éloigner la voiture des centres urbains. Parce qu'on se rend compte voilà, que ça représente à 70% les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même assez important. ok, merci. Nous avons aussi une question sur les coûts de l'énergie au changement climatique qui Nicolas a déjà écrit une petite réponse. Mais je crois que c'est vraiment important de comprendre que le coût de l'énergie est supérieur au coût de la prévention. Et nous parlons de 5% à 20%. Et
ça dépend surtout sur les différents pays et sur les différents endroits, les différentes conditions, mais c'est vraiment important de prendre en compte cette chiffre pour faire des actions sur l'adaptation au changement climatique. Et s'il y a une autre question, nous pouvons faire quelques autres minutes. Mais sinon, je vais vous remercier pour votre attention. Nous finissons jusqu'au temps et nous vous envoyer toute l'information sur les webinaires, aussi la présentation, et s'il y a une question, nous sommes disponibles, aussi les liens pour les vidéos dans YouTube pour partager avec des différentes personnes qui ne peuvent pas venir aujourd'hui. Et nous voulons aussi, comme Juliana l'a dit déjà, d'inviter, de s'inscrire dans notre newsletter et aussi dans consulter les Global Monitor que nous avons fait, mais que c'est disponible seulement en anglais. Et alors, je ne sais pas, Nicolas, si tu as quelques autres informations, quelques autres mots pour conclure le webinaire. Peut-être juste dire, Milek, ouais, qu'effectivement, c'est peut-être le sujet de l'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui nous concerne tous, et que voilà, il faut essayer de pas forcément toujours, enfin, faut tirer les erreurs enfin, tirer les leçons de notre passé, et puis essayer de préserver au maximum les végétaux. Nous, on se rend compte que en France notamment, on est obligé voilà, de trouver des essences d'arbres qui sont adaptées au changement climatique, parce qu'en fait, on se rend compte que elles sont pas toutes résistantes. Donc, en fait, c'est important de préserver en fait l'espace végétalisé, et puis si on peut planter, et puis profiter, promouvoir les mobilités décarbonées au mieux pour essayer de moins polluer, puis de moins rendre la ville chaude et sujette aux catastrophes naturelles, quoi, en fait. Merci Nicolas, et merci tous les participants et oui, à bientôt et à la prochaine webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.